Pause. Une parenthèse bien-être avec les éditions Le Duc, présentée par Nathalie Lefebvre. Il est 15h pile aujourd'hui, c'est un très beau sujet qu'on va aborder tout au long de cette émission, le sujet des émotions. Je suis particulièrement émue du coup dans mes émotions, je pense que vous l'avez ressenti peut-être depuis le début de ces enregistrements. Voilà, l'émotion pour moi c'est vraiment une sorte de marquage de la vie, quoi. On est en vie quand on ressent des émotions. J'ai un immense plaisir de vous présenter mon invitée du jour. Elle est médecin et psychothérapeute, auteure d'un best-seller chez Le Duc, Émotions quand c'est plus fort que moi. Aujourd'hui on va parler d'un ouvrage, Ma Bible des émotions. Bonjour Catherine Emlé-Périssol. Bonjour. Alors vraiment, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui et de pouvoir vous questionner sur ce grand sujet des émotions, particulièrement pendant un mois de décembre où peut-être qu'à l'approche des fins d'année, il y a des émotions qui ressortent pour certaines personnes, du stress, de l'angoisse, voilà, une difficulté à aborder peut-être une fin d'année ou au contraire de la joie, de la magie. Enfin, il y a, je trouve, à l'approche de Noël, une sensation un petit peu particulière qui nous ramène vers notre enfant intérieur qui justement peut-être lui a ressenti beaucoup d'émotions. Chère Catherine, grande question pour peut-être démarrer ce sujet. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ces livres sur les émotions, à vous intéresser aux émotions plus globalement ? C'était vraiment une partie de ma vie, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'émotions dans une enfance assez perturbée. Le désir de soigner qui s'est manifesté à mon adolescence. Et en étant soignante, l'évidence que je n'avais pas les moyens d'accompagner des gens qui venaient non seulement avec une pathologie qu'il était possible de diagnostiquer et de soigner, mais aussi des êtres humains riches d'émotions et dans lesquels évidemment l'émotion participait à la maladie, qui fait moi, je ne savais plus qu'il était la cause et la conséquence. Et donc, je me suis vraiment passionnée pour cette humanité qui habitait chaque patient, chaque personne que je rencontrais. Et petit à petit, à travers l'homéopathie, à travers la naturothérapie, à travers la façon dont les gens s'alimentent, comment ils sont en relation, et la rencontre avec un éminent professeur qui s'appelait professeur Henri Laborie, qui a parlé des comportements émotionnels, en parlant des comportements biologiques. Voilà, j'ai fait un lien entre le corps et l'esprit, et le lien entre le corps et l'esprit, c'est le langage des émotions. Donc, je me suis emparée de ce sujet sur lequel, à l'époque, on n'écrivait pas grand-chose sur les émotions. Donc, c'est les années 90, puisque le tout premier livre que j'ai écrit, qui s'appelait « Comment apprivoiser son crocodile », il est sorti tout début 2000. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Le corps, c'était à part de l'esprit. Donc, le lien n'était pas raconté. Or, pour moi, il était complètement évident en tant que médecin, puis en tant que thérapeute, c'était ça qu'il fallait écouter et c'était ça qu'il fallait décoder pour justement à la fois relier et distinguer ce qui relève du corps, ce qui relève de l'esprit, ce qui relève de la projection, ce qui relève des attentes, mais ce qui relève aussi du fait que nous sommes des êtres constamment en résonance, de par notre nature même, constamment en résonance avec notre environnement. D'où l'évidence pour moi de travailler le sujet et d'embarquer ma fille dans cette écriture. Ouais. D'ailleurs, le terme psychosomatique qu'on emploie de plus en plus, il vient bien dire ça, c'est-à-dire l'influence de l'esprit sur le corps et notamment de nos émotions. Alors si on doit peut-être expliquer aux gens, parce qu'on parle beaucoup des émotions de manière assez commune, mais on ne sait pas réellement ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe biologiquement dans le corps quand on ressent une émotion ? Alors, l'émotion, c'est vraiment le langage. L'émotion, c'est un langage. C'est un mouvement, motion, bouger. Donc, c'est un langage du mouvement qui existe à l'intérieur de son corps dans une situation qui est vécue corporellement comme une situation qui affecte, qui bouscule, qui déséquilibre. Et comment ce déséquilibre du corps se traduit dans des comportements, des habitudes comportementales, mentales, dans des représentations, des fictions, etc., des croyances. Et donc, c'est tout ce mouvement-là. L'émotion, c'est pas juste un tenté qui serait juste un ressenti. Non, c'est tout un mouvement qui va de ce qu'on perçoit d'une situation à ce qu'on éprouve, à ce qu'on fait, jusqu'aux représentations qu'on a de la situation. Et donc, c'est ce mouvement, moi, qui m'intéresse. Et quand j'accompagne des personnes, ce qui est passionnant, c'est de regarder les différentes étapes de ce mouvement. Et les gens découvrent que l'émotion, c'est beaucoup plus riche
que ce qu'on s'imagine, c'est à la fois, oui, des ressentis, à la fois des choses que l'on perçoit, à la fois des choses que l'on éprouve, mais aussi de ce qu'on fait. Et aussi, ça parle du désir. Donc c'est tout ça, l'émotion, c'est extrêmement riche. Ça parle des comportements, ça parle du désir, ça parle des interprétations. Et quand on peut regarder l'ensemble de ce mouvement et voir les différentes étapes de ce langage émotionnel, eh bien, on devient tout simplement déjà beaucoup plus conscient de ce qui se passe. Ça nous permet de préciser quelles sont nos intentions, quels sont nos comportements, ce qu'on donne aux autres, mais comment on reçoit aussi ce qu'ils nous donnent. Et ça donne une lucidité. Moi, j'aime beaucoup le mot lucidité parce qu'il y a une histoire de lumière. Bien sûr. Et c'est peut-être pour ça que j'ai appelé ma fille Aurore, hein, ma fille aînée. Il y a de la lumière, du coup. Ça y est, on voit clair dans cette espèce de boîte noire. Parce que c'est souvent comme ça qu'on considère les émotions. C'est une boîte noire, c'est irrationnel, on ne sait pas ce que c'est, on comprend rien. En fait, non, il suffit d'allumer la lumière. Hein. Il y a une petite phrase de Confucius qui dit « Mieux vaut allumer une chandelle que maudire l'obscurité ». Eh ben, l'émotion, mieux vaut allumer la chandelle et donc voir ce qui se joue, voir ce qui se dit. C'est un langage et commençons par écouter ce langage. On nous dit beaucoup qu'il faut vivre nos émotions un petit peu comme les bébés peuvent tout d'un coup se mettre à pleurer de manière extrêmement puissante et forte et puis après être mort de rire peut-être la minute qui suit. On nous dit qu'adulte, il faudrait presque laisser les émotions nous traverser. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine ? Alors, nous traverser, oui, j'ai envie de dire que au sens biologique du terme, l'émotion, de toute façon, elle est là. Et donc, une espèce d'injonction de la culture actuelle qui est de vivre vos émotions, nous ne pouvons pas ne pas les vivre. Nous pouvons les subir, nous pouvons chercher à les fuir, mais le fait même de chercher à fuir une émotion, c'est déjà une émotion. Et donc, nous sommes habités, nous sommes pétris d'émotions, même des personnes qui sont, comme on dit, coupées de leurs émotions, etc. Se couper de l'émotion, c'est déjà une émotion, c'est-à-dire c'est déjà un comportement qui cherche à éviter certains ressentis. Et donc, on est déjà dans un processus émotionnel. En fait, on ne peut pas échapper au mouvement émotionnel. C'est intéressant, ça. Parce que ça fait partie de l'existence même. Et donc, toutes ces injonctions qui sont bienvenues dans le domaine du développement personnel, en même temps, elles sont un peu à côté de la plaque, parce que quand on regarde vraiment ce qui se passe biologiquement, c'est-à-dire dans le mouvement même, la biologie, c'est le langage de la vie. Et donc, quand on regarde comment ce langage s'exprime, l'émotion, elle est là, elle est présente, elle est quelquefois assez fine, quelquefois elle est débordante, mais de toute façon, elle est. Et nous sommes nous avec. C'est-à-dire que par exemple socialement, je pense à l'envie de pleurer, donc les larmes, la tristesse, tout d'un coup quand ça monte, qu'on est, je sais pas, dans un environnement professionnel où on sent, on pourrait s'imaginer dans nos croyances que c'est pas forcément le lieu pour se laisser aller dans cette émotion. C'est vrai que c'est quand même déjà ressentir l'émotion, même si on ne laisse pas les larmes couler, même si on s'en empêche, même si on court aux toilettes pour se cacher, essayer de reprendre un petit peu de respirer pour ressortir et voilà, éviter de pleurer, justement, c'est déjà ressentir l'émotion finalement. C'est déjà une émotion, elle est déjà là, même si on essaie de la glisser sous le tapis délicatement. Ceci étant, il y a une dame qui me racontait que à l'occasion d'une rencontre pour une embauche, pour vraiment avoir un boulot, elle disait, mais je suis hyper émotive, je vais jamais y arriver, etc., etc. Oh, vous vous rendez compte si jamais je pleure, etc. Donc on avait évoqué le sujet. Et puis, elle était repartie en disant, si je pleure, je pleure. Mais alors, je pleure vraiment. C'est-à-dire, j'assume le fait de pleurer, voire même, je parle de mes larmes. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est arrivée, je ne sais pas ce qu'a dit la personne qui l'a reçue. Bref, elle se met à pleurer. Et là, elle avait, entre guillemets, une sorte de choix, c'est-à-dire essayer de refouler ou au contraire vraiment mettre des mots. Et donc elle a su dire, comme vous pouvez le voir, je suis très sensible, donc vous pouvez voir que vous pouvez penser que c'est un problème, mais moi je vais vous dire pourquoi c'est un véritable atout, parce que du coup je peux écouter les autres, je vois ce qui se passe, je suis extrêmement attentionnée aux micro-signaux qui font que les gens sont bien, sont pas bien, etc. Et je peux vous dire que dans une réunion, c'est extrêmement important. Et la dame, je crois que c'est une dame elle a regardé, tout d'un coup elle a dit « Ah ben oui, vous avez raison, finalement tout le monde s'empêche de pleurer, mais c'est pas si bien que ça, vous me dites que ça peut être utile, vous avez déjà vécu ce genre de situation » et la dame a totalement brodé. Parce que ça ne lui était jamais arrivé, elle n'avait jamais osé,
Mais alors, elle s'est mise à dire, mais oui, ça peut être utile. Et ce qu'elle me disait, c'est plus je le disais, plus moi-même j'étais convaincue du bien fondé de ce que je racontais. En fait, c'est formidable de pleurer. Voilà, donc, et d'en faire un super pouvoir. Et d'en faire un super pouvoir, parce que c'est vrai que cette femme, dans sa sensibilité, était tout à fait capable de voir ces petits signaux émotionnels qui habitent les uns et les autres, que chacun essaie de contrôler, sauf qu'elle les voyait et elle avait beaucoup d'empathie pour ces signaux, et elle était capable de poser une attention, de mettre la main sur le bras de quelqu'un, de sourire, de faire quelque chose de ces caractères finalement extrêmement humains, et elle en a fait un véritable atout. Elle a été embauchée. Magnifique. Ouais. Ça, c'est intéressant. On n'a pas tous le même rapport avec nos émotions. Il y a des personnalités qui sont plus proches de nos émotions. J'ai envie d'arriver petit à petit peut-être à la question des hommes et des femmes, parce qu'on aurait tendance à dire que les femmes sont plus proches de leurs émotions que les hommes. Ce n'est peut-être pas vrai, Catherine, vous direz l'inverse. Est-ce que déjà, voilà, en fonction de notre personnalité, on n'est pas tous les mêmes face à nos émotions et à leur compréhension, et peut-être à leur accueil même? Ça, c'est tout à fait juste. On n'est pas tous égaux devant l'accueil, et les traits de la personnalité, ce qu'on appelle la personnalité, quand on dit un tel est timide, un tel est agressif, etc., l'émotion fait déjà partie des traits de personnalité. Quand on dit quelqu'un que c'est un timide, d'abord on lui colle une étiquette dessus, mais cette timidité, c'est finalement le trait de caractère qui dit comment cette personne se met plutôt en retrait, ou se tait, ou est plutôt à l'écoute des autres, mais s'exprime peu, évite d'aller dans certaines situations. Donc le côté timide, ce sont des comportements, ces fameux comportements biologiques, et qui ont toujours vocation à répondre à un besoin, à un désir d'existence, où une personne timide, c'est quelqu'un qui va surtout répondre à un désir de se mettre en sécurité, d'éviter des situations qui peuvent lui paraître difficiles à vivre. Et donc, quand la personne, plutôt que d'être taxée de timide, réalise ce qui se joue à l'intérieur d'elle-même, ça ouvre quand même un horizon. Et nous ne sommes pas tous égaux. Moi, je dis souvent que, de même qu'il y a une carte d'identité avec des... vous savez, quand on met des empreintes digitales, eh bien, nous avons aussi nous-mêmes une sorte d'ADN émotionnel qui nous est singulier, qui s'est construit au fur et à mesure de notre vie, quelquefois très 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 tôt dans l'enfance, peut-être même dans la vie intra-utérine, peut-être même avec ce que nous avons reçu de nos parents sur un mode épigénétique. Et donc, nous arrivons au monde déjà riche de ce potentiel, et du coup, nous allons entrer en résonance avec les événements, qui fait qu'au fur et à mesure, ça va construire une sorte de carte d'identité, une carte émotionnelle, une logique émotionnelle. C'est un mot que j'aime bien employer, parce que il y a une histoire de langage, il y a une histoire de cohérence intérieure, et c'est grâce à ça que nous pouvons nous reconnaître, et c'est ça que nous aurions tout intérêt à reconnaître, surtout dans les situations à haut potentiel affectif. Puis d'autorisation peut-être aussi, je pense aux petits garçons qui sont élevés avec l'injonction de pas pleurer parce que sinon ils peuvent ressembler à des petites filles. Est-ce qu'on peut comme ça inhiber, bloquer le rapport émotionnel, enfin le rapport que pourrait avoir quelqu'un avec ses émotions, justement peut-être chez le petit garçon, dans cette idée d'une éducation un peu masculine, toxique, voilà, empêcher que les garçons puissent vivre naturellement leurs émotions? Ça joue, et d'autant plus que c'est validé par l'environnement qui est bravo, tu te contrôles, super, continue, etc. Et que, inévitablement, dans le rapport que nous avons avec notre environnement, notamment familial et scolaire, au tout début, on va valider un certain nombre d'injonctions, on va au contraire en refuser d'autres. Et donc, on va faire une sorte de panaché comme ça, c'est comme si on était au marché. Mais ça ne veut pas dire que quand l'enfant ou l'adulte qui s'abriterait derrière « on m'a dit que les adultes les enfants ne devaient pas pleurer, les garçons ne devaient pas pleurer, donc je ne pleure pas », c'est pas suffisant. On est vraiment, on fait son marché. Et donc, si on retient une phrase, c'est qu'elle répond aussi à quelque chose de plus intime et plus personnel, parce qu'il y a des hommes qui pleurent, et c'est OK, et pour eux, ils ne se voient pas du tout ne pas exprimer cette part d'émotivité et de sensibilité. Et de la même manière, moi j'ai beaucoup entendu, on en parlait tout à l'heure, que comme j'avais un verbe un peu haut quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup atténué, eh bien c'était un mauvais caractère, t'es un roquet,
c'est pas possible. De toute façon, les femmes ont mauvais caractère. Dès que j'étais pas d'accord avec eux, c'était que j'avais un mauvais caractère. Et donc, une femme, c'était censé être douce, gentille, accueillante, souriante, et vraiment juste admirer les hommes. Donc, les femmes qui ont fait ça, c'est qu'elles ont accueilli aussi cette injonction, sans révolte, sans... On choisit d'y répondre. Et d'une certaine manière, on choisit d'y répondre comme étant, oui, effectivement, c'est mieux comme ça. Et puis d'autres ont entendu ça, j'en fais partie, en disant, ah bah, ça me va pas du tout, ce truc-là. Donc, on fait aussi son marché sur le plan éducatif, et c'est insuffisant de dire que nous sommes comme nous sommes parce que les autres nous auraient fait comme ça. C'est pas suffisant. Il y a toute une part vraiment de la biologie, du langage des émotions, la façon dont nous répondons à notre existence d'une façon très spontanée, très inconsciente aussi, hein, très automatique. Et ça, c'est à nous d'en être responsables. C'est pas l'éducation qui nous a fait comme ça. Nous sommes nés avec ça, et donc nous avons à accepter, à supporter au sens du supporter de foot, là, à supporter que c'est avec ça que nous sommes nés, et comment nous avons été travaillés par cette réalité très corporelle, très physique, très biologique, et comment nous y avons répondu. C'est cette phrase qui est toujours très jolie, hein, c'est l'important, c'est pas ce qu'on m'a fait, c'est ce que j'ai fait de ce qu'on m'a fait. Tout à fait. Et on pourrait même aller plus loin en disant, qu'est-ce que j'ai fait de ce que j'ai reçu, moi, y compris à ma naissance, sachant que apparemment il n'y a pas grand monde qui est responsable sur le sujet, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Et ça, quand nous sommes à cet endroit de réflexion et de questionnement, il y a tout un champ qui s'ouvre, un champ de responsabilité. C'est qu'est-ce que j'ai fait de ce qui m'a été donné, y compris de ce qui m'a été donné sans que je puisse dire qu'il y ait un coupable ou un responsable. C'est comme ça, c'est avec ça que je suis née. Et donc là, ça ouvre un grand champ de réflexion, mais aussi de responsabilité. Il y a cette chose un peu particulière, moi, que je trouve dans cette société, c'est cette tendance qu'on a à tout classifier dans le bien et le mal. Et à oublier toutes les nuances qu'on peut trouver entre tout ça. Et puis, avoir un petit peu cette morale extérieure qui ne correspond en rien à peut-être une vraie morale intérieure qu'on aurait pu édicter en soi avec la découverte de ses propres valeurs et de qui l'on est. J'ai un petit peu cette sensation avec les émotions, parfois qu'on peut tout à fait classifier en disant, alors ça, c'est une bonne émotion, puis ça, c'est une mauvaise. Et donc ça, socialement, c'est pas tout à fait adapté. Et puis, comme vous le disiez, être une femme qui est par exemple en colère et puis qui tape du poing sur la table, ça c'est quand même pas bien parce qu'il aurait fallu être propre, sage, souriante, propre sur nous, etc. Est-ce que vous ressentez ça avec ce sujet des émotions, de voir toujours l'humain classifié en disant ça c'est bien, ça c'est mauvais, donc j'aimerais éviter ce qui est mauvais, alors que parfois on a besoin de passer par ce qui n'est pas si mauvais que ça, mais qui nous aide, qui sont des billets de prise de conscience sur nous-mêmes finalement. Ces mauvaises émotions, elles sont super intéressantes à regarder. Absolument. Alors là, il y a deux choses moi qui m'apparaissent. La première, c'est que il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Il y a des émotions, il y a un langage émotionnel. Après, c'est la tolérance de la culture qui fait qu'on classifie entre bon, c'est la joie, donc elle a droit à tous les honneurs. Et puis les trois autres, classiques, peur, colère, tristesse. Celle-là, c'est tristesse, oui, s'il y a un événement vraiment dramatique, mais encore pas trop longtemps. Colère, alors ça, c'est non. Et peur, voilà, t'as pas de raison d'avoir peur, disent les parents aux enfants. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est de pouvoir, au-delà du bien et mal, de considérer à chaque fois que ça dit quelque chose. Et qu'on a, nous, l'effort à faire, c'est de ne pas se contenter de ce cadre de bien-mal, mais à partir de ce cadre-là, de s'interroger sur mais qu'est-ce que ça dit, moi, de ma façon de vivre, de mon existence, de mon rapport à l'autre, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que la notion de bien et de mal, elle est de toute façon inscrite au sens biologique. C'est-à-dire que quand ça va être Noël, hein, donc si on mange un coquillage qui est pas tout à fait sain, le corps, lui, c'est mal pour lui, c'est-à-dire c'est mauvais, et donc il va réagir direct, soit bonne nouvelle par un vomissement, et comme ça c'est fait, la toxicité éliminée. Quelquefois, malheureusement, ça va suivre son chemin et on va tomber malade, on va avoir une gastroentérite, etc. Donc, le corps lui-même, il est parfaitement capable de faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et donc, c'est
croire le corps, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement utile. C'est si j'ai une information comme quoi c'est pas bon, je vais peut-être quand même pouvoir l'écouter. Donc, est-ce que c'est pas bon juste pour moi? Est-ce que c'est pas bon dans la relation? Est-ce que c'est pas bon? Donc, c'est important aussi de considérer que ce côté difficile, douloureux, inconfortable, eh bien, c'est avec ça que l'on va non seulement se poser des questions, mais trouver aussi des façons d'agir de façon plus subtile. Et donc, vouloir absolument réduire la douleur comme si on devait être zen en permanence, mais le zen, c'est juste, c'est tout sauf le calme. C'est comme dans la méditation. C'est méditer pour être zen, ça n'a aucun sens. On médite oui, pour être éveillé, on médite pas pour être zen. Pour prendre conscience. Pour prendre conscience, pour être présent à la situation. Et donc, c'est là où il y a tout un champ qui peut s'ouvrir, parce que ça vient nous parler de notre façon et du rapport qu'on a avec l'autre, avec les événements, avec la situation. Mais inévitablement. Puis il y a un autre point, c'est qu'on a tellement l'habitude, effectivement, de mettre dans des cases. Mais cette aptitude à mettre dans des cases, elle existe vraiment au niveau du système nerveux. Le système nerveux, lui, et notamment le système cognitif, il cherche toujours à se repérer par rapport au connu. Et donc, inévitablement, le connu, c'est tiens, il se passe ça, c'est comme. Donc, ça, c'est un mécanisme naturel, or bien organisé au niveau du système nerveux, on n'y peut rien. Mais ce que l'on peut, c'est de regarder si c'est juste. Donc, on ne peut pas éviter de mettre dans des cases, mais on peut se poser la question de savoir si le fait de l'avoir mis dans la case est juste par rapport à la situation et si nous ne sommes pas en train de nier la situation parce que ce serait juste plus confortable. J'aime bien cet exemple, on va y revenir sur l'idée que le corps, en fait, il sait faire la différence entre ce qui est sain et ce qui peut être pathogène. Mais il y a des moments où le corps, il n'arrive plus à vraiment faire la différence. Je pense peut-être aux maladies auto-immunes. Si j'ai bien saisi, biologiquement, ce serait l'idée que le corps se retourne sur des éléments sains de lui-même. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Ce que ça dit, c'est qu'il y a toute une énergie corporelle qui a vocation à se manifester vers l'extérieur, donc à s'exprimer. Et c'est une énergie, c'est-à-dire c'est un mouvement, il y a une intention d'expression. Et donc expression, ça va vers l'extérieur. Mmh. Et lorsque cette capacité à exprimer, que ce soit son désir, que ce soit sa volonté, que ce soit son goût, que ce soit son attirance, etc. Et quand la personne n'a pas la possibilité de l'exprimer vers l'extérieur, eh bien ça va se retourner vers l'intérieur. D'où les pathologies auto-immunes qui racontent quelque chose d'extrêmement précis, qui est la façon dont, faute de pouvoir s'externaliser, comme ça en a la vocation, eh bien, cette énergie, on ne sait pas l'employer vers l'extérieur et donc elle nous revient en boomerang et ça donne effectivement les pathologies auto-immunes. Donc le corps sait très bien ce qu'il fait, malheureusement, mais ça peut se traduire par des pathologies. Les pathologies, c'est comme des ressentis, mais qui se sont organisés dans le corps au point de devenir des maladies. Mmh. Et quand on parle de maladies psychosomatiques, en fait, les maladies, elles sont somatopsychiques, c'est-à-dire que ça commence déjà par des ressentis corporels. Puis, pour ensuite aller vers voilà. L'esprit. Exactement. Ça vous fait vous étouffer, chère Catherine. On va parler, un peu de ça. Et cette émission, elle était aussi présente là, en ce début de mois de décembre, pour aborder les fêtes de famille sereinement. Alors sereinement, je ne sais pas si c'est le terme qui pourrait aller à côté de fêtes de famille. Tout dépend de l'histoire, évidemment, avec laquelle on a vécu. J'aime beaucoup ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir, finalement, c'est pas les choses en tant que telles qui comptent, c'est ce qu'on en fait, et du regard qu'on peut poser aussi qui peut être différent. Comment arriver, alors c'est un conseil très générique, chère Catherine, mais comment arriver le plus sereinement possible justement dans cette période de l'année où on peut être un petit peu fatigué, où le rythme de travail est toujours aussi important et on nous demande en même temps là de faire 1 million de choses. Comment être au maximum dans la joie en ce mois de décembre? Je pense que la meilleure façon d'initier, on va dire, cette ouverture, cet accueil, cette joie, ce serait déjà de se mettre au clair avec notre intention à venir participer à une fête de famille. C'est-à-dire que si, plutôt que de me poser l'intention de qu'est-ce que je vais, moi, qu'est-ce qui fait que je vais dans cet endroit-là, qu'est-ce que je vais y donner, qu'est-ce que je vais y recevoir,
Si nous nous contentons d'y aller parce que c'est Noël et qu'il faut y aller, on n'est pas au bon endroit. On n'est pas juste. On est dans un sentiment de contrainte, dans un sentiment d'obligation. Et malheureusement, ce sentiment de contrainte et d'obligation, faute de s'être vraiment positionné dans qu'est-ce qui fait que je vais faire ce geste-là, ce sentiment de contrainte et d'obligation, ou de faire plaisir aux autres, alors que soi-même, on ne se pose même pas la question, eh bien, on risque de le faire payer à l'entourage. Si jamais l'entourage est plus ou moins bien disposé, eh bien, ça risque de déclencher une réactivité de notre part, c'est-à-dire que ce que ça risque de déclencher, c'est, alors non seulement je viens, mais en plus, je ne reçois pas au prorata de la contrainte que je me suis imposée. Et donc, c'est vraiment cette notion d'intention, c'est qu'est-ce qui fait que je vais participer ce soir-là, ce jour-là, en amenant les cadeaux que j'amène, etc. C'est quelle est mon intention? C'est pas si simple que ça, parce que très souvent, nous nous contentons de dire j'y vais parce que j'ai pas le choix, par exemple. Merci infiniment. On va dire j'y vais parce que j'ai pas le choix, j'y vais parce que ça fait plaisir, j'y vais parce que si je vais pas ça va être un drame. Parce que je pense que parce que je peux pas faire forcément autrement. Ça me parle beaucoup, je pense que ça parlera sûrement beaucoup aux auditeurs, cette idée que quand on se force à faire des choses, quand on va à l'encontre de ses valeurs, de cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit mais attends, à quoi bon, pourquoi faire ça au lieu de peut-être fêter Noël ailleurs avec une famille de cœur ou le fêter différemment en apportant de l'aide à des gens qui en ont besoin. Voilà, pourquoi ne pas donner du sens à cette fête et pourquoi se contraindre? Et moi, toutes les fois dans ma vie où je me force à faire des choses, mon Dieu, les émotions de colère et de tristesse qui peuvent m'envahir, parce que c'est presque une preuve de désamour de soi. Je sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, en tout cas de non-écoute de soi, absolument, de non-respect de soi. À un moment donné, en fait, on s'écoute plus, on se bafoue et on se dit t'y vas quoi qu'il arrive parce que pour plaire aux autres, pour être aimé, etc. C'est ça, c'est-à-dire que ce sont des fausses bonnes raisons. Des raisons qui ne sont pas justes par rapport à l'énergie qui nous habite. Ça ne veut pas dire, en se posant la question, que l'on va forcément faire autre chose. On peut très bien, finalement, décider d'y aller, mais y aller avec une ouverture du cœur qui sera fondée sur, mais finalement, mon intention, c'est ça. Et donc, chaque année, j'amenais... peut-être que cette année, je vais faire le choix d'y aller avec le cœur grand ouvert. Et puis, c'est tout. Je vais amener moins de cadeaux. Du coup, il y aura moins d'emballage. Mais ça, il faut pouvoir se poser la question, effectivement, de ce pourquoi j'y vais. La tentation, c'est de dire j'y vais parce que je ne peux pas faire autrement, etc. Mais pourquoi, en deux mots, pourquoi? Quelle est l'intention? Quel est le mouvement qui est à l'origine de ce geste que je vais faire et de cette présence que je vais offrir d'une certaine mesure, de manière à être beaucoup plus ouvert, plus neuf, plus en phase avec soi-même, et donc finalement pouvoir donner plus de sa personne plutôt que d'une apparence de déjà que je fais l'effort de venir, donc vous n'allez pas quand même me demander en plus de ne pas faire la gueule. C'est horrible. C'est horrible. Donc voilà, je pense que ce qui peut éviter de venir avec une réactivité plus ou moins à fleur de peau, c'est vraiment se poser en amont la question du pourquoi j'y vais et de l'intention qui nous anime à agir, mais une intention intime, pas forcément une intention qui soit automatisée. Mais c'est en ça que de pouvoir utiliser nos émotions comme un biais de compréhension de soi, c'est juste absolument magique, parce que quand on fait le bilan de nos Noëls précédents, on peut complètement se rendre compte qu'on a été parfois en colère une semaine après parce que le vieillon qui nous fait toujours des remarques sur le fait qu'on en soit là ou là dans la vie, etc. Et c'est intéressant tout ce que ça vient mettre en lumière. Donc utilisons nos émotions au lieu de les regarder en se disant elle sort, j'essaye de la virer le plus vite possible. Essayons à chaque fois de nous demander qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, qu'est-ce qu'elle raconte de nous, et c'est là où on saura à chaque fois
se positionner, se repositionner, puisque la vie est un mouvement, tout comme nos émotions. Voilà, et de pouvoir ajuster avec nous-mêmes, parce que c'est une question intime en fait. Nos émotions, c'est entre nous et nous-mêmes. Voilà, de pouvoir ajuster à chaque instant et se dire, ok, comment je peux avancer un peu plus vers ce qui me conviendra. Finalement, si je vous écoute un petit peu, Catherine, tout au long de cette émission, c'était l'idée d'utiliser nos émotions pour nous comprendre, qui est quand même peut-être une des grandes bases de l'existence pour tous. À un moment, se demander qui suis-je, qu'est-ce que je viens faire ici. Et nos émotions sont un biais d'accès à cette question-là. C'est une très très belle porte d'entrée et merci de finaliser sur le sujet, parce que plutôt que de craindre l'émotion et de chercher à la gérer, ce qui est évidemment un vœu pieux, ça on l'a fait sortir par la porte et ça rentre par la fenêtre avec fracas. Donc ça marche pas, la gestion des émotions. Si ça marchait, il y a longtemps qu'on aurait trouvé la clé. Non, c'est vraiment un langage de connaissance de soi dans la relation à l'autre, dans la relation au monde, dans la relation à la planète, dans la relation avec le chat du voisin. C'est vraiment ça qui est à comprendre. C'est une porte d'entrée, ça dit quelque chose de la façon dont nous sommes en rapport avec soi et avec non-soi, avec l'extérieur et les autres, parce que nous sommes des êtres en permanence, en résonance les uns avec les autres. Et ça, on l'oublie malheureusement. Peut-être un petit mot pour, j'ai oublié de la citer en début d'émission, vous avez coécrit cet ouvrage qu'on va présenter dans quelques instants avec votre fille Aurore, qui s'intéresse tout autant que vous au sujet des émotions. Alors Aurore est journaliste et donc c'est grâce à elle que ce livre est très fluide, très accessible, avec beaucoup d'exemples que je lui avais racontés mais qu'elle a su vraiment rédiger. Et donc aujourd'hui c'est le 4e livre qu'on écrit ensemble, c'est formidable. Donc ça nous a encore beaucoup plus rapprochés et nous partageons effectivement la conviction de l'importance de ce décodage. Et à chaque fois qu'elle écrit, maintenant, elle a cette connaissance à l'esprit qui lui permet d'améliorer son écoute. Et donc, du coup, quand elle rédige des papiers de psychologie, c'est ce qu'elle me dit, elle a cette possibilité de mieux saisir, de mieux comprendre tout le déroulé à travers un témoignage ou autre. Donc c'est une formidable journaliste, évidemment. Passionnant. Ma Bible des émotions, c'est aux éditions Le Duc, donc un ouvrage très complet avec des exercices et des cas pratiques, ce qui est très important aussi pour comprendre, parce que on peut en parler en théorie pendant 1000 ans, mais finalement souvent on a besoin de cas pratiques pour le réaliser. Puis des émotions, comme je le disais en introduction, ça se vit aussi, ça se laisse vivre, et surtout ça peut s'analyser avec les éléments que vous proposez dans cet ouvrage. J'ai passé un merveilleux moment à vos côtés, chère Catherine. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Un grand plaisir pour moi aussi. Merci. Et à tous nos auditeurs, on vous souhaite un mois de décembre avec des émotions qui vous fassent vous sentir en vie, heureux, émerveillé, parce que je trouve que c'est une belle sensation à vivre. La magie de Noël dans le cœur d'un enfant. Merci beaucoup, Catherine. Avec plaisir. À très bientôt. Belle journée à tous. Pause. Une parenthèse bien-être avec les éditions Le Duc, présentée par Nathalie Lefebvre.